Ici Paris, capitale du Congo libre. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Très heureux de vous retrouver comme promis pour la suite de notre partage relatif au chapitre des assassinats de février 1965. Matsokota, Poabou, Masueme, 3 hauts fonctionnaires de la République des Justes, firent exécuter par des révolutionnaires complexés et hantés par le charisme des 3 personnalités, particulièrement Lazare Matsokota, l'un des meilleurs de sa génération. Bref, nous rappelons que la quintessence de notre partage est tirée de l'ouvrage Crimes de sang et pouvoir au Congo-Brazzaville de Roger Albert Masséma, l'imperturbable président de la commission ad hoc assassinat de la conférence nationale souveraine tenue à Brazzaville du 25 février au 10 juin 1991. Sur ce, je cite, l'exécution. 14 février 1965, une semaine s'est écoulée depuis la réunion du groupe de Mpila. Les conjurés décident de frapper. Pascal Lissouba convoque dans l'après-midi une réunion du noyau dur. Celle-ci a lieu dans son cabinet de travail. J'ai été informé de la réunion par le Premier ministre, écrit Van Dan Rezen. Je n'en connaissais pas par avance tous les participants. Les politiques, du moins, s'étaient déjà entretenus entre eux bien avant et avaient convenu de ce qu'il fallait faire. Il n'était plus nécessaire qu'ils se déplacent tous à ce niveau. La séance commence à 16 h et connaît la participation de Noumazalaï, Ndala, Lunda, Van den Rezen, Binzi Michel et Ombessa André. Moutol est à Pointe-Noire, mais au parfum de l'action. Dacosta a reçu une mission et Lissouba prétexte une audience non programmée avec les ambassadeurs pour relativiser sa responsabilité dans la machination à laquelle Binzi et Ombessa ont été associés pour obtenir par transitivité la participation du président de la République. Le premier étant tenu par ses fonctions de directeur de la sûreté à rendre compte au chef de l'État, tandis que le second étant intimement lié au vieux par la foi chrétienne. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne lui en feront part. Au procès, d'ailleurs, fait remarquer le capitaine Ponzou Paul, qui en fut le commissaire du gouvernement, le président Massamba Deba est venu s'exclamer et a remercié le président de la Cour d'avoir organisé ce procès, ce qui lui avait permis d'en savoir plus lui-même. Bindi, qui veut s'attirer les faveurs des révolutionnaires pour rester en place même après le vieux, et qui estime qu'il est bon pour le pouvoir de se débarrasser de ses cadres aux heures de supériorité trop poussées, accepte de jouer le rôle qui lui est confié par le groupe. Ombessa est trop jeune sans doute et peut avertir des intrigues politiques pour percevoir les intentions malveillantes des anciens de la FEANF. Pas un seul instant, il n'arrive à penser que la soif du pouvoir peut emmener des hommes à fomenter une affaire aussi grave et aller jusqu'au crime de sang dans le seul but d'éliminer des rivaux politiques. De plus, il imagine que les révolutionnaires ne pourront mettre leurs menaces à exécution et croit
qu'il s'agit uniquement d'une farce. Il s'oppose alors énergiquement à l'exécution des coupables et n'admet leur arrestation que parce qu'il est vraiment convaincu de l'existence du complot. On parlait aux vieux, il aurait dû, mais il n'en voit pas l'importance puisqu'il est question seulement de les arrêter. Et si les autres se rendaient compte qu'il avait trahi, il pourrait lui régler son compte et l'exclure de la Géménaire qu'il contrôle. Il perdrait alors son poste de secrétaire d'État. Tout ceci l'amène donc à collaborer jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il s'est fait avoir. Revenons à notre réunion. Les événements se précipitent, dit Bindji. Ces hommes se proposent d'agir le plus vite possible. J'ai réussi à les infiltrer et mon gars m'a affirmé qu'ils ont décidé de passer à l'action. Il faut les prendre dès ce soir et les zigouiller, propose Ndala. Quoi? Sursaute Ombessa. Les zigouas? Mais tu es fou ou quoi? Alors, penses-tu, rétorque Noumazalaï, qu'ils te laisseraient la vie sauve s'ils réussissaient leur coup? Je le sais, mais nous n'en sommes pas là. Le complot éventré, ils seront inoffensifs. Nous n'avons pas besoin de mort pour nous affirmer. En tout cas, ma morale me l'interdit. Il n'y a pas de morale qui tienne en politique, réplique Lunda. Tu aurais dû choisir une autre carrière. Ce qui doit compter pour nous, c'est la défense de la révolution. Et il faut que tous les réactionnaires comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à broncher et que la sanction du peuple est sévère. De toutes les façons, enchaîne Van der Heijden. Nous connaissons mieux Lazare que toi. C'est un obstiné. Aussitôt sorti de sa détention, il recommencera. Il faut une sanction exemplaire pour tous. La révolution n'est pas un dîner de gala, a écrit Mao. Et elle ne fera pas de cadeau. Non, reprend Ombessa. Que ça soit clair, je ne ferai pas participer la Géménaire à un tel acte. Mais ce n'est pas ton organisation, explose Lunda. Tu n'en es que le président et l'on peut te virer d'un moment à l'autre. Tu oublies que c'est nous qui t'y avons placé et que nous pouvons te retirer à tout moment. Dis donc, ça ne va pas, hurle Ombessa, blessé dans son amour propre. Mais pour qui me prenez-vous? Pour une marionnette? Si c'est cela, vous vous trompez. J'ai dit que la Géménaire ne participera pas à de tels actes et personne changera mon avis, si ce n'est le bon Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que les informations de Bindji sont fondées? Nous avons été tenus à la dernière réunion de Mpila de les suivre et de les prendre en flagrant délit et non de les tuer. Voyons, nous n'allons pas nous déchirer pour ça, rassure Bindji. Essayons de voir ce qu'il faut faire. Pendant plus d'une heure, la discussion tourne en rond. Le temps est parfois très vif. Ombessa est seul contre tous, mais demeure ferme. De son bureau, Pascal Lissouba, qui feindra plus tard l'ignorance, reçoit de temps en temps le compte rendu de Van der Heijden. Au bout du compte, Noumazalaï tranche.
Bon, je vais devoir clore cette discussion. Discipline de parti oblige. Nous n'utiliserons pas la GMNR. J'ai obtenu l'accord de OCD Afana de l'UPC pour que nous utilisons leurs gares qui sont déjà dehors. La seule chose que je demanderai au camarade André Ombessa serait de nous fournir un moyen roulant pour la patrouille et d'enlever les barrages dans la ville pour faciliter nos déplacements. Bindi et Van Danresen s'occuperont des aspects pratiques. On s'appellera au téléphone. Entre-temps, pendant que nos compères se réunissent, arrive au cabinet du Premier ministre un homme qui sera cette nuit au centre du carnage. Antoine Gaillot, que Van Danresen installe dans une salle annexe. J'ai bel et bien été président de la GMNR de Wenze, dit-il. Un soir, je suis allé voir mon chef, le président Ombessa André, pour prendre le mot de passe, car depuis 2 jours, nous ne l'avions pas reçu et nos patrouilles ne pouvaient faire la vigilance. Je l'ai manqué à son bureau et on m'a dit qu'il était en réunion chez le Premier ministre. Je l'ai suivi là-bas. J'ai vu dans le bureau du directeur de cabinet du Premier ministre d'alors, M. Lissouba, les nommés Noumazalaï, Bindi, Ndala, Lunda et Ombessa que je venais de manquer. J'ai demandé à Van Danresen ce qu'il faisait tout cela. Il m'a dit qu'il y avait eu une réunion en vue de procéder à des arrestations. J'ai été installé au secrétariat et ai attendu. Comme on ne m'avait pas donné le mot de passe, je suis reparti chez moi. Mais auparavant, dans un couloir, j'ai vu beaucoup de gens. À la question de savoir ce qu'ils faisaient là, Van Danresen m'a dit que c'était des camarades de Camerounais qui venaient nous aider. La nuit très tard, M. Van Danresen est venu me voir pour me demander s'il y avait des éléments au poste au pont de Latiémé. Je lui ai dit non et nous sommes allés jusqu'au pont avec M. Van Danresen. Et il n'y avait personne puisqu'il n'y avait pas de mot de passe. Je suis rentré chez moi et le lendemain matin, j'ai appris qu'il y avait eu des enlèvements. Pour moi, les assassins étaient ceux qui étaient en réunion. Bien entendu, Ngayo, lié à ses chefs par un pacte de silence, ne dit pas toute la vérité. Car le capitaine Pandu-Paul, qui a assuré les charges du ministère public à la Cour révolutionnaire d'exception, explique. Nous nous sommes mis à écouter les accusés et nous sommes arrivés à Ngayo. Ce dernier connaît beaucoup de choses sur cette affaire et sur la terreur qui a régné dans le pays. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a eu d'abord cette réunion tenue à Mpila où il y avait Lissouba, Ndala, Mabungumbimba, Noumazalaï, Ombessa et autres. Et c'est au cours de cette réunion que le Premier ministre a donné l'information du complot qui se tramait. Et les participants à la réunion ont cogité autour du problème et ont décidé de filer les suspects et les prendre en flagrant délit. Il y a eu ensuite une deuxième réunion au bureau de Van Danresen tenue par Lunda, Bindi et autres. Ils nous ont dit aussi que c'est la nuit de cette réunion que les assassinats ont eu lieu et n'en avaient pas informé le président et ont même regretté cela.
président de la Géménère à Wenze, Ngayo s'était illustré au cours d'une ronde en interpellant Alphonse Biyaoula, un proche de Youlou, considéré à l'époque comme réactionnaire. Recherché, il tentait de rejoindre Kinshasa, déguisé en femme. De fait, cette arrestation eut un écho tel que Ngayo fut désigné de fait chef de mission au cabinet du Premier ministre. Et c'est à ce titre qu'il s'était retrouvé cet après-midi dans l'antichambre du bureau où se tenait la réunion des chefs et pouvait se permettre de s'enquérir du mobile de celle-ci. Sensibilisé, il y était venu pour prendre les dernières instructions. Ngayo a avoué Félix Kanoukounou, un autre inculpé dans le procès de 1968-1969. Cette nuit-là, nous étions partis enlever Matsokota et Poabou avec Van den Rezen et une patrouille de Camerounais envoyée par Osende Afana, mais les chefs étaient Noumazalaï et Lissouba. Avait-il cité certains Camerounais? Oui, ils avaient cité Kamonké et le Coq. Un autre témoin confirme la participation très active de Ngayo au crime. J'ai travaillé à la radio et j'ai connu un certain Ngayo que nous appelions Mongol, affirme M. Firmin Babela. Nous avions un garage dans lequel il y avait une meule. Et c'est cette meule que Ngayo avait utilisée un soir pour aiguiser son poignard. Le lendemain, il n'était pas venu à l'heure normale au service. Il est arrivé à 8 heures et débraillé. Il est rentré par le portail du fond et est allé directement au garage. Il a sorti son poignard à manche de bois avec du sang coagulé. Il était très fatigué. Il a pris quelque chose pour essuyer son poignard et il a dit: cette nuit, on n'a pas dormi. Et il y a eu des gens qui ont payé de leur peau. Après quoi, il est allé à son poste. Vers 11 heures, lorsqu'on a annoncé la nouvelle de l'enlèvement et de l'assassinat de Poabou, Masoueme et Matsokota, Ngayo a disparu du service. La nuit des crimes, deux Land Rover appartenant respectivement au ministère de l'Agriculture et à celui de la Jeunesse et des Sports sont réquisitionnés par Noumazalaï et Ombessa. J'étais fonctionnaire de la Jeunesse et des Sports, déclare M. Massengo Boniface. Un soir, en rentrant à la maison aux environs de 19 heures, mon épouse m'a informé que le ministre Ombessa m'avait manqué et qu'il fallait que j'aille lui remettre ma Land Rover. Je suis allé directement à son domicile. Arrivé chez le ministre, je l'ai trouvé habillé en tennisman. Il m'a reçu dans sa véranda, mais dans la cour, j'ai remarqué qu'il y avait du monde. Au moment où je lui remettais les clés, j'ai entendu quelqu'un dire à haute voix qu'il se grouille. Nous avons d'autres chats à fouetter. Me tournant vers le type qui avait parlé, j'ai aperçu Van den Rezen, Kimbwalankaya et Noumazalaï. J'ai été accompagné par le ministre à la porte et là, j'ai reconnu Kamonké. Je suis rentré chez moi le lendemain matin en sortant dans la rue qui va au tribunal vers l'aviation. J'ai vu ma Land Rover chargée d'éléments de la Géménère et à l'intérieur, quelqu'un m'avait interpellé.
j'ai tout de suite reconnu la voix de mon beau-frère, Mabouaka. Lorsque mon ami Sangou Camille m'a annoncé qu'il y avait eu la disparition de 3 hauts fonctionnaires, je me suis demandé s'il n'y avait pas de lien entre les hommes que j'avais vus chez le ministre et les enlèvements. La Land Rover me fut restituée environ 15 jours après, couverte de boue. Ainsi, entre 22h et 23h, un groupe d'hommes portant des cagoules parmi lesquels Niali Aimé reconnaîtra Ngayo enlève successivement les 3 hommes visés. À ce propos, M. Massamba Edouard déclare: en 1965, j'étais officier de police et cette nuit, j'étais de permanence avec mon collègue Mabiala. Entre 20h et 21h, des gens sont allés lancer des pierres sur la case du procureur Matsokota. Ce dernier a téléphoné à la police. Mabiala et moi-même, nous nous sommes rendus sur les lieux, mais nous n'avons trouvé personne. Nous lui avons proposé de quitter la maison s'il ne se sentait pas en sécurité, mais il a refusé. À 23h, sa femme a téléphoné pour dire que son époux venait d'être enlevé par des bandits. Lorsque nous nous sommes rendus là-bas, nous n'avons trouvé personne. Nous avons aussitôt informé le directeur Bindi, qui nous a demandé de mettre 2 policiers au pont du Djoué et 2 à la Tiémé. Entre-temps, la famille de Poabou nous téléphone pour dire qu'il y avait des bandits masqués et armés qui venaient d'enlever M. Poabou. Nous avons décidé de faire la ronde. M. Tambo Félix, un autre officier de paix qui a également suivi l'affaire, précise: Poabou avait téléphoné à la police, mais lorsqu'elle est partie, on l'a refoulée en disant aux agents que c'était une affaire de révolutionnaires. Les consignes avaient été données par le Premier ministre et d'autres hommes politiques. La Land Rover appartenait à l'agriculture et son immatriculation était connue. Tout était consigné au registre de la main courante. La Land Rover avait été suivie. Ces gens-là sont allés vers le Djoué et après, ils sont revenus et sont allés vers la Tiémé. Au camp des exterminations de Makala, où elles sont conduites, nos 3 victimes ont fait tour à tour l'objet d'interrogatoires, de bastonnades et de tortures avant d'être ramenées dans la banlieue nord de Brazzaville, où elles ont été exécutées. La traversée de contrôle ayant été facilitée par Bindi, le directeur de la sécurité, leur chef. Tiens, affirme: Monsieur Bindi a ordonné ce soir de laisser des agents au pont de la Tiémé et du Djoué. Après avoir donné ses consignes, il est passé dans la nuit à Tiémé, accompagné de Monsieur Ombessa. Au loin, un véhicule a envoyé des phares et est venu s'arrêter au niveau de M. Bindi, qui s'est entretenu avec le chauffeur et a donné l'ordre de passer. Dans le véhicule, les policiers ont remarqué qu'on tirait quelqu'un qui semblait être Poabou. Mais ils n'ont rien dit et se sont contentés de le mentionner dans la main courante. Le lendemain matin, on commençait à citer les noms de Ngayo, Vandenrazen, Bindi et Numazalai. Lissouba, quant à lui, était au courant de la liquidation de 2 éléments. Ces faits sont également corroborés par M.
Massamba Edouard. Quand nous nous sommes rendus au pont de la Tiémé, notre collègue de garde nous a dit que messieurs Bindi et Ambessa sont passés ici à 1h ou 2h du matin. Ils ont vu le véhicule venir, l'ont arrêté, se sont entretenus avec le chauffeur et l'ont fait passer. Ce n'est qu'après qu'ils sont partis. Dans le même contexte, Mabiala Benoît confirme. J'ai bien entendu des gémissements derrière la voiture que nous avons laissé passer, mais je ne pouvais rien faire. Le lendemain, lorsque j'ai appris que l'on avait découvert 2 corps enfouis dans la boue à Kintélé, j'étais choqué. J'ai pris contact avec Jean Bedel, agent de la Géménère, qui m'a dit qu'il y avait un 3e homme que l'on n'arrivait pas à tuer à coups de poignard, qu'ils étaient obligés de le mettre dans un sac et de le jeter dans le fleuve. Le 15 février, une patrouille de la gendarmerie nationale, conduite par les lieutenants Kamine Sangou et Gamba, retrouve effectivement les corps de Lazare Matsokota et de Anselme Masweme, celui de Joseph Poibou ayant disparu dans les flots du fleuve Congo. Monsieur Ntsika Norbert, le commandant de la Légion de la Gendarmerie nationale, explique. Le 14 février 1965, vers 23h ou précisément entre 23h et minuit, j'ai été réveillé par des gendarmes pour me dire qu'ils venaient de la part du Premier ministre Pascal Lissouba pour m'annoncer qu'il y aurait des personnalités enlevées chez elles. J'ai tout de suite prévenu l'officier central en la personne du capitaine Mabiala afin qu'il mette des gens pour retrouver les victimes. J'ai ensuite téléphoné au président de la République pour l'en informer. Tous les deux, Mabiala et Miyawama, officiers du centre, se sont mis au travail. Nous avons fermé les issues et je suis resté avec quelques officiers à l'état-major pour centraliser les informations. J'ai téléphoné aussi au chef d'état-major général qui n'était pas à son poste. Je n'ai pas pris contact avec la police car il y avait entre la police et la gendarmerie une lutte d'influence. De même qu'avec la Géménère, la tension était plus vive. Toute la nuit, il y a eu la battue dans la ville. Et le matin, vers 10h ou 11h, la brigade de Potopoto m'a informé qu'il venait de découvrir les corps de Matsokota et Masweme attachés et enfuis dans la boue à Kintélé. Nous avons tout de suite avisé le parquet général et le substitut du procureur. Ils sont venus constater les faits sur place à Kintélé, certainement avec un médecin légiste. Après, je n'ai plus rien suivi car mon rôle s'arrêtait là dès lors que le procureur avait pris l'affaire en main. Pendant que nous, Mazalaï et Lissouba se réjouissent d'avoir atteint leur premier objectif, tout en feignant l'innocence, les autres membres du groupe de Mpila, complètement pris au dépourvu, s'interrogent sur la tournure des événements. Ils ne comprendront que plus tard qu'ils avaient été utilisés par un groupuscule occulte. Alors, en tant que centre de décision, le groupe de Mpila commencera
à se disloquer. André Ombessa s'aperçoit qu'il a apporté son concours à une action diabolique. Il décide de se racheter et fait organiser des meetings de dénonciation de ses crimes. Félix Kanoukoulou affirme: un soir, en rentrant à la maison, ma fille m'a remis une convocation de la Géménaire. Lorsque je m'y suis rendu, le président Ombessa a dit qu'on devait dénoncer les gens qui avaient tué Matsokota, Pouabou et Masueme. J'ai tout de suite donné mon accord car cette affaire faisait mal aux gens et nous savions que les auteurs étaient les Noumazalaï qui voulaient prendre le pouvoir. Nous avions organisé un meeting à la mairie avec des pancartes sur lesquelles il y avait les noms de Lunda, Noumazalaï, Ndala et Lissouba comme tueurs. Après le meeting, on m'a arrêté et torturé, car considéré comme meneur de ce meeting de dénonciation. Pourtant, j'avais eu le courage d'aller au palais dès le premier jour pour demander au président Massamba Deba de s'expliquer et de dire la vérité au peuple sur ces assassinats crapuleux ou de démissionner. Mais Massamba Deba n'avait pas réagi, sauf qu'il avait compris qu'il n'était pas maître de ce pouvoir qu'il avait maladroitement accepté et dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Le président avait alors compris qu'il se trouvait dans un étau et que sa marge de manœuvre était insignifiante. Comment avait-on pu organiser pareille chose à son insu, se demandait-il encore. Lorsqu'on lui annonça l'arrivée du Premier ministre, qu'il avait fait chercher, il le reçut, les yeux verts et livides. Qu'est-ce que c'est cette histoire, monsieur le Premier ministre? Qu'avez-vous fait? Et que voulez-vous donc? Ma place? Hurla-t-il en sa direction. Je n'y suis pour rien, monsieur le président, répondit son interlocuteur. Ce sont les autres qui ont fait le coup. Les autres, les autres, les autres. Et pourquoi ne m'avez-vous pas mis au courant? Pas de réponse. Un long silence s'installe entre les deux hommes. Bon, finit par dire le président. Je vous prie de me laisser seul à présent. Le Premier ministre se retire pendant que Massamba Deba continue à s'interroger sur ses crimes. Pourquoi ont-ils fait cela? Se demande-t-il. Car il sait désormais que la rumeur du coup d'État n'a été qu'un montage et que certains de ses collaborateurs y sont compromis. Alors, à titre confidentiel, il écrit de sa main à Roch Ngonzali, procureur général de la Cour suprême du Congo, et lui demande de faire la lumière sur cette affaire. Malheureusement, ce dernier ne peut accomplir cette mission jusqu'à son terme. Il trouve la mort dans un terrible accident de voiture quelques mois plus tard. Son partisan puissant dans le système est débordé par les jeunes marxistes qui instaurent une véritable terreur au nom de la révolution. Massamba Deba ne trouvera de réponse à ces questions qu'après sa chute, lors du procès qu'organisera Ngouabi
en novembre 1969. C'est à ce moment qu'il comprend qu'ayant fait sien l'adage bantou qui affirme que le chef de village ne voit jamais le diable, il avait non seulement couvert les auteurs de ce triple assassinat, mais s'était mis à dos les ethnies d'origine des victimes, ainsi que l'importante communauté catholique congolaise. Dans ce pays où la sociologie politique tient avant tout des alliances ethniques, sa chute était inéluctable. Ce procès initié par Ngouabi pour couler Massamba Déba, qu'il croit coupable, tourne à l'ironie lorsque les accusations se portent plutôt sur Noumazalaï, l'oiseau, Dissouba ayant été couvert par l'absence au procès de Bindi, d'Acosta et Van den Reysen. Alors, Ngouabi, qui assiste au déroulement du procès dans le fond de la salle, se saisit de la présidence des débats, fait prononcer à la sauvette par les jurés des peines minimes en disproportion avec le déroulement du procès et décrète qu'il fallait classer l'affaire parmi les erreurs de jeunesse de la Révolution. Fin de citation. Que dire en plus, peuple congolais civilisé, si ce n'est de vous prendre en charge pour arracher votre liberté et construire votre bonheur avec les justes. On s'est compris. Voilà. Pour déchiffrer la vie, pour apprécier l'origine et la portée des événements, les faits ont un langage puissant, irrésistible, incorruptible. Foyer inépuisable de renseignements. Il rayonne sans cesse une lumière qui illumine l'espace et le temps. Une citation de Albert Kahn. Excellente soirée à toutes et à tous. À très bientôt.